Bonjour à tous, merci d'être au village, ICA. Je représente une des startups qui est hébergée au village, donc je suis un des habitants de cet écosystème. On a la chance aujourd'hui d'avoir des gens qui innovent vraiment et qui vont donc pouvoir euh, parler réellement de ce qu'est l'innovation. Juste un bref rappel, alors même si d'autres l'ont fait, c'est toujours intéressant de reprendre le sujet sur comment innover, pour se dire que c'est à la portée de tout le monde. On sait que aujourd'hui le champ défini par BPI nous donne un bon chemin pour permettre de dire comment innover au travers donc de l'innovation commerciale ou l'innovation sociale. Donc c'est plus simplement que l'innovation technologique, on vous l'a dit. Et puis à l'intérieur de ces différents champs, on a le spectre de l'innovation incrémentale où on ajoute un peu quelque chose à l'innovation radicale, où on invente quelque chose, c'est beaucoup plus disruptif. Bref, rappel des choses. Ensuite, on peut se poser la question pourquoi innover. Il y a un- c'est une question à mon avis une question de survie dans la mesure où si on regarde le schéma qui est derrière moi, c'est le schéma de tous les secteurs qui peuvent être dits uberisés, c'est-à-dire où il va y avoir une potentielle désintermédiation et où l'apport d'une technologie qui va permettre d'innover. C'est une transition pour chacune des personnes qui est autour de la table. Juste, je présente, donc il y a un innovateur corporate qui a comme particularité de ne pas être simplement qu'une grosse boîte, mais d'être un gros innovateur, puisque Adobe a investi 19% de son chiffre d'affaires, 5 milliards, donc faisons le compte, et c'est quasiment le double de ce que les autres investissent sur le secteur. Donc c'est vraiment très représentatif de vrais innovateurs. Julien Méchin qui a créé Créads et qui a créé effectivement une disruption sur le marché de la communication avec de la désintermédiation qui a été rendu possible par l'apport d'une plateforme technologique. Et Philippe Laurenceau qui a réinventé un petit peu la partie communication via l'usage, via l'apparition du mobile, donc qui a permis l'apparition d'un nouveau segment et donc d'une innovation à la fois incrémentale et à la fois radicale sur le sujet. Qui veut commencer? Bonjour à tous. Je m'appelle Julien Méchin, donc je suis le fondateur de Créads. Créads, en quelques mots, c'est une société donc qui a 7 ans maintenant. On est un peu plus de 35. Euh, Notre métier, c'est d'organiser la créativité des internautes pour la mettre au service des entreprises. Donc concrètement, sur notre plateforme, on a 50 000 designers qui travaillent pour le compte de nos clients. Donc en tant que client, on a des grands comptes comme la SNCF, la Poste, Bouygues. Et puis, on a des TPE, et puis on a des agences aussi qui représentent un tiers de notre chiffre d'affaires. Le fait est que grâce à notre plateforme, on va être en mesure de répondre en temps réel à des demandes créatives. On va être beaucoup plus réactif et beaucoup plus créatif que les acteurs traditionnels et c'est comme cela que l'on a réussi à percer. Donc si la question est pourquoi innover, eh bien la réponse que je ferais c'est qu'on a innové justement pour percer, pour créer cet océan bleu dont Yannick parle. L'idée c'est d'avoir des outils technologiques et un savoir-faire qui font
on a notre expertise et effectivement aujourd'hui on est leader en France sur notre marché. L'idée c'est que voilà, à chaque fois qu'un client nous appelle pour une création de nom, une création de logo, une création d'affiche, une création web, eh bien on est capable de mettre un créatif, deux créatifs, 10 créatifs sur le coup en France ou partout dans le monde grâce à notre plateforme. Pour vous faire un comparable, vous connaissez Uber pour les taxis, vous connaissez Airbnb pour les hôtels, eh bien on est un petit peu l'équivalent pour les agences de design ou les agences de création. C'est à quand le- la partie conseil sur, sur ce segment? Parce que concrètement, vous avez attaqué la partie la plus, presque pas facile, mais la plus visible de la créativité des agences de communication, des segments stratégiques de la communication. Vous attaquez après la partie conseil. En fait, la partie conseil, elle intervient de plusieurs manières. Plusieurs manières. Il y a d'abord l'aspect conseil sur notre plateforme et essayer d'expliquer à notre client comment l'utiliser au mieux, comment choisir les bons produits, les bons créatifs. Et donc, même si la plateforme est très autonome, c'est quelque chose qui est extrêmement innovant et donc on a toujours besoin d'un relais et d'un service client très fiable. Donc ça, c'est un rôle de conseil qui est fort chez nous. Après, il y a l'aspect stratégique et effectivement, notre rôle, c'est pas d'accompagner les grands groupes que j'ai cités, les grands groupes avec lesquels on travaille dans 80 pays sur une stratégie à 10 ans. Ça, c'est pas du tout notre savoir-faire. Notre savoir-faire, il est d'exécuter un brief et de proposer un maximum de créativité par rapport à un brief donné. Et donc l'aspect conseil, on le travaille avec des agences partenaires qui sous-traitent chez nous et qui, elles, vont avoir la main sur la partie stratégique. Nous, on est vraiment sur l'exécution créative. Une question, ça a permis de, puisque l'innovation, on peut dire que ça, vous allez aller grignoter sur des marchés existants, mais en préparant ces interventions, on se disait que dans la logique Océan Bleu, on va aller chercher des endroits de marché qui n'existaient pas, qui n'avaient pas accès à ce type de prestations. Vous me le confirmez? Oui, je confirme. En fait, si on prend nos trois typologies de clients, on peut dire que les TPE n'avaient pas accès au service d'une agence et donc elles essayaient de passer par des freelances. C'est difficile de travailler avec un freelance parce que ben, les freelances ont des portfolios très différents, ils ont déjà des clients, ils ne sont pas toujours disponibles, ils ont leur expertise, leur savoir-faire, leur code, leur culture graphique. Finalement, grâce à Creads, on a accès à un panel très très large. Donc les TPE, on leur a donné accès à des services auxquels ils ne pouvaient pas forcément prétendre auparavant. Après, on a les agences de communication qui travaillent énormément avec nous et qui finalement, elles, ont des besoins de plus en plus pressés, de plus en plus urgents. Les annonceurs sont, euh, sont de plus en plus dans le temps réel et avec les réseaux sociaux, le temps s'accélère, donc les agences doivent suivre. Et finalement, il y en a un certain nombre qui ont du mal à réagir et à produire suffisamment rapidement. Donc nous, on est un très bon outil pour les aider à pallier au pic d'activité puisqu'elle nous appelle et pas plus tard que jeudi dernier, on a eu une demande pour un design qui devait être livré vendredi midi. Et voilà, on est capable de produire en moins de 24 heures des créations de haute qualité avec finalement une armée de créatifs qui est disponible en temps réel. Et puis le dernier type de clients, ce sont les grands comptes. Les grands comptes, finalement, ils ont leurs agences, ils ont parfois leur studio de création, ils ont des organisations qui sont très complexes. Mais finalement, nous, on vient apporter une brique technique qui permet de suivre les flux et puis de réconcilier le marketeur avec le créatif. Ça, c'est une phrase que je vole à mon collègue. Mais c'est vraiment ça, notre mission, c'est de donner accès aux marketeurs, de leur donner accès à la créativité d'une communauté infinie de designers. Si vous voulez intervenir en direct, vous n'hésitez pas. Alors vous pouvez participer en scannant donc, sur la brochure le QR code et poser vos questions concernant cet atelier. Quel est le business model? Le business model de Cread, c'est simplement C'est un abonnement, c'est...
En fait, on a différentes solutions. On a, on va dire, notre plateforme qui est en ligne et où il n'y a pas d'abonnement et tout se fait comme sur un site e-commerce. Vous passez commande pour la création d'un logo, vous passez commande pour une prestation de design web, etc. Et puis, on a aussi développé une offre qui s'appelle Creads Partners, où là, on va développer un outil sur mesure pour notre client, pour une agence, pour un grand compte. Et là, on va déployer notre plateforme avec des tarifs qui sont négociés ensemble pour leur donner accès à notre communauté le mieux possible. Bonjour. Il y a un certain nombre de polémiques autour de votre business model et du fait que vous fonctionneriez avec un certain nombre de créatifs qui ne sont pas rémunérés. Donc voilà, la question que je pose, c'est comment vous réagissez à ces polémiques. Ma question, pourtant, aucun jugement de valeur, simplement. Aucun problème. Voilà. En fait, il faut avoir en tête qu'on a une innovation qui est très forte, donc forcément, ça fait bouger les lignes et ça crée des mécontents. On redistribue vraiment les cartes. Et comme nos créatifs n'ont pas de taxi ou de voiture, ils ne vont pas pouvoir bloquer le périphérique. Donc effectivement, ils s'organisent sur des blogs ou sur des forums pour remonter les critiques. La critique, en fait, qui est souvent portée à l'encontre de Creads, elle porte sur le fait qu'on a différents types d'offres. On a des offres où finalement on va choisir un créatif, on va le rémunérer, et puis donc là il n'y a pas de question. On va parfois choisir plusieurs créatifs et on va tous les rémunérer, donc là il n'y a pas non plus de souci. Et la critique que l'on peut avoir, elle est souvent sur le fait que l'on organise des appels à création où finalement l'annonceur va diffuser son brief sur notre plateforme, et puis la participation est libre, ce qui fait qu'on va typiquement avoir un nom à créer, 1000 € à gagner, et puis les créatifs vont pouvoir brainstormer et proposer leurs idées. La critique qui est faite, c'est qu'effectivement, on a entre 1 et 5 gagnants sur ces 1000 € et qu'il y en a un certain nombre qui ne sont pas rémunérés. La réponse que l'on fait à cela, c'est simplement de dire que, eh bien, on ne force personne, les règles du jeu sont très claires, et finalement on reproduit un petit peu le schéma qui a été mis en place par les annonceurs auprès des agences, où finalement les appels d'offres, c'est quelque chose qui est monnaie courante, qui fait partie du quotidien. Donc finalement les créatifs jouent le jeu, les annonceurs jouent le jeu, et finalement ceux qui ne sont pas contents de ce modèle, ce sont plutôt ceux qui sont à l'extérieur et qui n'y adhèrent pas. Bonjour, donc je m'appelle Philippe Lorenzo, je suis le fondateur de Mister Bell. En 2 mots, Mister Bell, je l'ai créé, donc je suis le fondateur avec mes équipes, parce que les équipes sont très importantes. On l'a fondé il y a 4 ans, c'est 65 personnes aujourd'hui, on va recruter à peu près encore une trentaine de profils cette année. On est dans plusieurs pays, on est ce qu'on appelle une régie publicitaire à la performance sur mobile. Donc nous, on est né effectivement avec des nouveaux usages. On est le prototype d'une régie qui est venue s'adapter à des nouveaux usages, c'est-à-dire qu'en 2007, à l'époque, il y a Apple qui sort le célèbre iPhone. Je regarde ce qui se passe effectivement aux États-Unis. Je commence à comprendre que l'Internet de l'après sera de l'Internet qui sera fait sur des mobiles. Et donc, on a adapté, j'ai monté une régie publicitaire sur les smartphones. Donc voilà, aujourd'hui, on est installé dans différents pays, dont le Brésil, le Berlin, on est à Dubaï et nous sommes à Londres. Alors, pour répondre à ta question, pourquoi innover ? Pourquoi est-ce qu'il faut innover ? Parce que si on n'innove pas, on est mort. Ça, c'est une certitude. Et plus que jamais. Et je le dis vraiment maintenant parce que dans un monde où certains cycles économiques ou des modèles économiques pouvaient durer 10, 15 ans, moi, c'est mon feeling, hein, c'est très personnel. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est sur des modèles économiques qui durent 3 ans, 4 ans. On parle beaucoup d'ubérisation. Et alors, si on reprend justement Uber, ça a 5 ans. 5 ans. 5 ans, c'est rien. Et aujourd'hui, ils valent 40 milliards de dollars aux États-Unis. Donc, ne pas innover, c'est mourir, plus que jamais. Effectivement, on dit souvent que l'innovation n'est pas technologique. C'est une certitude. Je ne vais pas rentrer dans les détails que tu as expliqués entre les différents types d'innovation qui existent et entre l'innovation incrémentale et disruptive. Mais ce qui est certain, c'est que dans un monde qui s'ubérise et dans un monde où la digitalisation est très très forte, parce que Internet en masse est arrivé il y a 25 ans,
Ce qui est certain, c'est que tout nouveau modèle aujourd'hui, à un moment donné, fait interagir du numérique quelque part. Donc tout ça fait appel à de la technologie qu'il faut savoir aujourd'hui considérer, maîtriser et développer. Donc tout n'est pas technologique, mais il faut de la technologie aujourd'hui pour innover. Ça, c'est le pourquoi. Ensuite, moi, la vraie question, elle est surtout dans le comment. Parce que le pourquoi, on sait tous parler de... On sait tous qu'il faut... On peut aussi développer une partie du pourquoi sur le fait que la digitalisation a amené aussi a fait tomber certaines barrières et a fait que des marchés qui étaient très locaux sont devenus complètement internationaux. Et en l'occurrence, par exemple, le real-time bidding, on a vu des acteurs qui venaient d'Asie arriver sur le marché publicitaire européen, alors qu'on les y attendait absolument pas. Donc c'est aussi une obligation. C'est ça, j'aime bien le terme, c'est une obligation. Effectivement, si on reprend un peu moi, mon secteur d'activité, il faut d'autant plus innover aujourd'hui que le monde est plus que jamais mondialisé. Véritablement. Et ça, c'est très important. Parce que si on n'innove pas ici, c'est d'autres qui vont innover et qui vont venir attaquer notre marché. C'est une évidence. Moi, j'ai souvent regardé ce qui s'est passé dans le marché, au niveau des marchés boursiers, au niveau de la finance, qui est un marché aujourd'hui complètement interconnecté, complètement mondialisé. On passe des ordres n'importe où, depuis n'importe quel pays. Le marché de la pub, c'est pareil. Traditionnellement, dans la chaîne de valeur publicitaire, vous avez un annonceur qui cherche à toucher un consommateur. Et au milieu de cette chaîne de valeur, vous avez différents intermédiaires. Vous avez des agences de pub qui vont effectivement, alors je schématise pour faire simple, mais qui vont ensuite, donc ils vont imaginer, qui vont être créa, qui vont faire appel à des agences médias pour pouvoir diffuser le message publicitaire. Les agences médias vont faire appel à des régies publicitaires, donc TF1 pour la télé, Énergie pour la radio, j'en sais rien. Vont faire appel à des éditeurs pour enfin toucher le consommateur. Tout ça, aujourd'hui, c'est déjà complètement désintermédié. C'est complètement désintermédié. Et c'est désintermédié à l'échelle européenne. Moi, aujourd'hui, par exemple, Mr Bell, notre métier, je ne sais pas si vous l'avez bien compris, notre métier, c'est on va chercher, donc nous, on est connecté à des audiences au niveau international, au niveau mondial aujourd'hui. Donc moi, j'ai accès, par exemple, en France, nous avons la capacité de toucher à peu près 25 millions de mobinautes. En Espagne, on en touche quelques millions. Au Brésil, je touche à peu près 15 millions de mobinautes. Donc, ce sont des audiences aujourd'hui qui sont connectées à ma plateforme où je peux envoyer de la publicité sur leur smartphone, tous ces gens-là. Moi, j'ai la capacité aujourd'hui, depuis la France, d'opérer en un millionième de seconde aujourd'hui sur des pays et d'afficher de la pub comme ça au Brésil. J'ai la possibilité d'afficher de la pub aux États-Unis. J'ai la possibilité d'afficher pas plus tard que l'autre jour, on a envoyé de la pub au Pérou. Voilà, ça a été très très rapidement. Donc il y a non seulement cette désintermédiation, mais qui est complètement mondialisée. Donc alors nous, on est très fiers d'aller à l'attaque des autres marchés, mais si je ne l'avais pas fait, c'est les autres qui viennent aussi. Donc voilà, effectivement, la programmatique, le RTB, sont effectivement les conséquences aujourd'hui d'un marché complètement désintermédié, complètement mondialisé. C'est une évidence. Monsieur Adobe, Denis. Alors pour nous, c'est un peu différent. L'innovation, le pourquoi, je suis raccord avec ce qui vient d'être dit. C'est clair que si on ne le fait pas, quelqu'un d'autre doit le faire à notre place. La nature ayant horreur du vide, c'est évident. Maintenant, pourquoi innover chez nous ? Pour s'adapter d'abord à notre marché qui évolue. C'est-à-dire que les créas aujourd'hui, qui sont les utilisateurs historiques, j'allais dire, des logiciels Adobe, changent aussi leur manière de créer. C'est-à-dire que les mobiles, les tablettes qui sont dispo tout le temps sont des sources d'inspiration permanentes pour un créatif. Quand il marche dans la rue, il voit des choses. L'idée, c'est qu'il puisse directement s'accaparer son inspiration, pouvoir directement travailler à la volée sur son idée et centraliser tout ça de manière simple. L'idée, c'est de rendre les choses simples pour pouvoir communiquer avec ses équipes, ou le fait que quand il rentre chez lui, tout est déjà dispo sur son ordinateur. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est qu'on est sur un marché qui est notre marché historique, j'allais dire, le marché du créatif. C'est un marché qui est extrêmement mature. On a quasiment une position monopolistique, même si j'aime pas du tout utiliser ce mot-là, mais la réalité, c'est celle-là. Donc, si on n'innove pas en permanence, nos actionnaires non plus ne seront pas contents, parce qu'il y a aussi cette réalité économique-là. Tu parlais de la bourse, on est une société qui est cotée au Nasdaq. À partir du moment où les revenus sont flat, les actionnaires se désintéressent de l'action et l'action descend.
donc c'est pas bon. Donc du coup, on doit aussi avoir cette capacité d'innover pour changer, voire éventuellement notre modèle économique. Et c'est ce qu'on a fait en passant d'un modèle de licence perpétuelle à un modèle licence SaaS. L'idée, c'est de descendre le coût initial d'accès à la technologie de manière à l'étendre à un plus grand nombre et donc de générer du chiffre d'affaires incrémental par ce biais-là. Vous y avez été forcé ou vous l'aviez fait On, Vous avez été un des premiers Alors, un des on a été un des premiers. On a été un des premiers juste après Salesforce. Et aujourd'hui, à part Salesforce, on est les seuls à avoir fait le choix radical de ne plus du tout proposer le modèle perpétuel. Pourquoi ? Il y a aussi des raisons à ça. Il y a des raisons qui sont que quand on a une ligne de produits qui fait, donc pour le créatif, on a une trentaine de produits, on est censé mettre ces produits à jour de manière régulièrement pour s'adapter aux nouveaux devices, pour s'adapter aux nouvelles technologies, pour s'adapter aux nouveaux formats. Il y a toujours des bonnes raisons de devoir effectuer des mises à jour globales des logiciels. Tant qu'on était dans un modèle perpétuel, on était obligé de faire des mises à jour majeures chaque fois et des choses un peu systématiques. On était obligé de créer de l'événement autour pour apporter la connaissance à notre population d'utilisateurs qu'il y avait cette mise à jour majeure qui était faite. Et puis derrière, pour les créa en eux-mêmes, c'était compliqué ces histoires-là, parce que ça veut dire qu'il faut toujours suivre les mises à jour, sinon des cassures dans le workflow, on ne travaille pas tout seul. Donc un créatif qui travaille avec un marketeur, si le marketeur a une version plus récente que lui et qui ne peut pas ouvrir les fichiers, ça pose problème. Donc du coup, le fait de passer tout en mode cloud nous permet aussi d'innover constamment. Il n'y a plus de mise à jour majeure. D'ailleurs, il n'y aura plus de numéro de version, c'est terminé. Photoshop n'a plus de numéro de version aujourd'hui. On innove constamment. On a réécrit aussi toute l'architecture. C'est aussi l'innovation, ça commence par soi-même. Comment est-ce que nous-mêmes on innove ? Donc en réécrivant l'architecture du logiciel, en faisant que c'est des petits moteurs qui appellent chaque fois des composants et chaque fonctionnalité est en composant, finalement ça nous permet de mettre uniquement des composants à jour et pas devoir mettre des grosses applications monolithiques à jour. Donc du coup, le créa aujourd'hui il se retrouve avec une suite de logiciels qui est tout le temps à jour, avec des nouveaux services constamment au fil de l'eau. Pour nous, c'est beaucoup plus simple à maintenir. Et puis, il y a un autre aspect qui était de lutter un petit peu contre le piratage. Le fait de travailler en mode cloud aujourd'hui nous permet quelque part aussi d'avancer un peu là-dessus. Juste un chiffre qui est quand même important, c'est imaginez-vous que 40% de votre chiffre d'affaires n'est pas là, disparaît. Ou imaginez-vous plutôt que vous pourriez gagner 40% de chiffre d'affaires en plus, juste en luttant contre le piratage. C'est ce qui s'est passé chez nous. C'était un vrai manque à gagner, c'est-à-dire que, évidemment, on va pas forcément avoir des actions sur un étudiant qui pirate un logiciel pour un usage perso. Bon, ça passe un petit peu en dessous des fourches codines, en dessous du radar. Par contre, des entreprises qui produisent avec nos outils, qui font de l'argent sur nos outils et qui ne payent pas leurs outils, là, ça nous pose un vrai problème. Le cloud et l'innovation nous ont permis de, quelque part, améliorer ça. Donc vous avez dit que quelque part, ça vous a obligé à vous réinventer aussi en termes d'organisation. Quelque part, repenser l'architecture, c'est aussi se repenser en termes d'organisation. Je pense que les ingénieurs ne travaillent pas de la même manière. En préparant, on avait évoqué que innover, c'est aussi se tromper. Oui. On pourra tous faire un témoignage sur des pivots ou sur des dead ends qu'on a pu rencontrer. Citez un exemple chez vous. Alors, il prend des proportions qui sont toujours adebesques. Effectivement. Il y a plusieurs choses. Il y a l'histoire de Flash, quelque part. Aujourd'hui, on peut le dire. Donc, Flash a permis d'apporter des vraies réponses à la naissance du web et a permis d'apporter du vrai service et permettait de faire des choses qui étaient importantes. Maintenant, je pense que en termes d'innovation, on s'est trompé. À un moment donné, en tous les cas, Apple nous a beaucoup aidé pour asseoir cette conviction en refusant tout simplement le Flash. Donc on a été obligé quelque part de se réinventer, alors qu'on avait mis en place tout un système de runtime, de programmation. Enfin, il y avait toute une offre qui était constituée là autour. Donc c'était la première chose. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait ? On a dit Flash est mort, vive le HTML5. Ça, c'est l'attitude Adobe. On a aussi investi tout à un moment donné, donc c'était juste après le rachat de Macromedia. Encore une fois, l'idée, c'était de faire de la croissance, pour augmenter notre chiffre d'affaires. Et on avait investi massivement sur toute une plateforme qui tournait autour du PDF. Donc on a d'abord acheté une société pour plusieurs centaines de millions de dollars, qui s'appelait Axelu à l'époque. Et l'idée, c'était de faciliter les interactions homme-machine au travers du PDF. Ce qui s'est passé, c'est que la crise est arrivée. Ce produit-là
était un produit très innovant, qui était très performant dans le monde des administrations, dans le monde des banques, etc. Parce que ça visait vraiment à faciliter les circuits documentaires. Maintenant, c'était du nice to have pour les entreprises. C'était pas business critical. Donc, en période de crise, qu'est-ce qui se passe? La première chose qu'on fait, c'est pas investir sur du nice to have, c'est vraiment investir sur ce qui est business critical. Donc, on a investi pendant 4 à 5 ans massivement là-dessus, avec des tonnes d'ingénieurs, avec du marketing, avec du développement, avec des présentations, enfin, avec tout ce qu'on peut faire. Et au bout d'un moment, on s'est rendu compte que ça allait pas marcher. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et ça, j'adore travailler pour cette société-là parce que finalement, moi, ça fait 15 ans que je suis chez Adobe et j'ai l'impression d'avoir déjà vécu 5 ou 6 sociétés différentes. Le management change, les produits changent, la manière d'appréhender les choses change. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Notre CEO décide tout simplement d'abandonner cette ligne de produit, de dire voilà, cette ligne de produit du jour au lendemain, on l'arrête, on maintient pour les gouvernements, pour les clients acquis, mais on arrête le développement. Qu'est-ce qu'on fait? On se réinvente. Donc, à ce moment-là, l'opportunité avec la mobilité s'est présentée de se dire il y a trop de silos entre le créatif, le marketeur et le communicant de manière générique. On va faciliter, on va casser ces silos. Donc, on a racheté d'abord un CMS donc pour gérer les assets, un DAM pour gérer aussi les assets plutôt du côté créa, sachant que la technologie est la même. Donc le créa va utiliser une technologie qui est utilisée aussi par le marketeur. Et puis derrière, on s'est préoccupé de savoir ce qu'avait besoin le marketeur. Le marketeur, il a besoin d'un repository, il a besoin d'un outil de gestion de campagne, il a besoin d'un outil qui permet d'analyser sa réputation, sa e-réputation au travers de social. J'ai une question, Denis. Ouais. Le CEO, il est resté, celui qui a décidé que... Tout à fait, tout à fait. C'est aussi une question. Je pense que j'aimerais bien poser une question dans vos sociétés respectives. Combien d'arrêts de projets innovants avez-vous vécu? Assumés, hein, j'entends, c'est-à-dire pas des trucs qui meurent de leur belle mort et qui sont planqués. Combien de sociétés peuvent dire ok, j'assume, j'ai fait un write-off, un vrai write-off bilanciel sur le sujet? Aucune. Non, tu l'as fait, toi? Non, mais tu as eu des dédaines, tu as fait. Il y a des endroits où tu t'es dit, tiens, je me suis trompé, je reviens en arrière, c'est tout, j'étais une mauvaise voie. Ça viendra un jour. Bon. C'est pas vraiment arrivé parce que nous, on a un seul produit et donc on capitalise sur ce produit et on l'améliore tous les jours. Peut-être une erreur qu'on a faite, c'était de se dire que ce serait très facile une fois que la plateforme sera en ligne et que les clients allaient passer commande, que les créatifs allaient venir tout seuls et que dans un monde merveilleux, tout allait bien se passer. Et finalement, il faut faire des efforts de chaque côté pour faire venir le client, pour le rassurer et puis également pour le créatif. Bon, voilà, s'il y avait une erreur à trouver, c'était peut-être ça. Comme on est dans l'innovation, forcément les codes changent et on a besoin de rassurer en expliquant pourquoi on fait les choses différemment et comment ça va bien se passer. Oui, moi j'ai fait. Qu'est-ce que tu as fait comme write-off? Des petits, hein, à notre échelle, hein, on n'est pas. Non, mais c'est une chose proportionnelle. Oui, j'en ai fait quelques-uns ne serait-ce que lorsque j'ai lancé Mister Bell. Au départ, je voulais me positionner comme une régie classique et donc facturer de la visibilité aux annonceurs, c'est-à-dire qu'on les facturait à l'impression publicitaire. Donc je me suis lancé sur un modèle à la performance où on ne facture finalement l'annonceur que lorsqu'on a généré l'action qu'il souhaite recevoir. Donc en l'occurrence, lorsqu'on travaille pour des e-marchands sur mobile, on ne les facture simplement que lorsqu'on provoque des ventes au sein de leur application, au sein de leur site. Donc j'ai démarré comme régie classique au départ et je me suis ensuite positionné comme acteur de la performance. Ça a été un très très bon choix. Mais vous savez, moi je trouve que diriger une société avec ses équipes tout le temps, c'est comme une longue partie de poker. Il faut savoir se coucher à un moment donné. Il faut savoir mettre au pot. Ce qui est pire, c'est ça, hein. C'est une vraie partie de poker. Je ne sais pas s'il y a des joueurs de poker dans la salle. En l'occurrence, j'adore ça, moi. Et souvent, je me suis dit, tiens, ça, c'est comme la partie d'hier, quelque part. Faut savoir mettre au pot, donc il faut savoir investir. Mettre au pot, il faut regarder. Puis à un moment donné, tant que le flop est pas trop cher et qu'on se dit il y a quelque chose à aller en tirer, faut continuer à investir. Et ce qu'il faut aussi, c'est savoir se coucher à un moment donné. Voilà, comme au poker toujours. Ce qu'il y a de pire, c'est de tomber dans le piège abscon.
Donc il faut innover et il faut savoir s'arrêter lorsqu'on pense qu'à un moment donné, effectivement, ça va pas aller de l'avant. Vous savez, l'innovation, finalement, c'est pas tant l'idée parfois, parce que c'est savoir exécuter l'innovation. Et en tout cas, moi, ce que je retiens beaucoup de et là, c'est toujours mon ressenti très personnel, hein, mon expérience très pratique, c'est l'agilité est très importante. On parle beaucoup d'agilité, mais je tiens vraiment à donner beaucoup d'importance à ce terme-là. L'agilité. Sans agilité, on peut rien faire. On peut avoir des tonnes d'idées. Et limite, quand on en a trop, finalement, il y a un moment donné, il y a des espèces de passages obscurs, on ne sait plus quoi faire, parce qu'il y a tellement d'idées qu'on ne sait pas laquelle prendre. Ce qu'il faut, c'est savoir exécuter avec ses équipes. Et mais avant l'exécution, il faut savoir trancher. Il faut savoir abandonner, il faut savoir exécuter. Donc c'est très très important. Surtout ne pas tomber effectivement dans la problématique du paquebot, qui est un peu comme l'État. Hein. On pourrait critiquer l'État aujourd'hui. On aimerait que l'État soit un peu plus start-up dans l'âme. Mais c'est ça, c'est savoir exécuter derrière. Et puis moi, je vous dirais, quand nous, on est start-up, finalement, on est petit, on n'est pas gros. Quoique à 60 personnes, ça commence à déjà être un peu plus compliqué. Hein. On est beaucoup plus agile à 10, on est beaucoup plus agile à 3. À une soixantaine de personnes, c'est plus compliqué. Mais limite, quand on est un gros et qu'on a de l'argent, parce que tout ça aussi, il faut ramener ça à des problématiques de cash, souvent. Souvent, on dit que Google innove beaucoup. Bien sûr, moi, je regarde ce que fait Google, ils innovent. Je crois que d'ailleurs, 20% du temps des salariés est dédié effectivement à la recherche et développement. Effectivement, et des tonnes de projets sont nés comme ça, d'initiatives personnelles que Google pousse pour le coup. Google, effectivement, fait ça, mais ce que fait surtout Google... Ils achètent. Mais en fait, ils achètent de l'agilité. C'est Monkeys and Gorillas. C'est un principe de management. C'est le sujet. C'est effectivement. D'ailleurs, vous l'avez cité. Je pense qu'une partie de l'agilité d'Adobe est née aussi du fait que vous avez absorbé, sans tuer, les sociétés pour leur continuer à vous vitaliser, à vous vivifier. C'est clair que si on reste tout seul, c'est jamais bon de faire des petits dans le même groupe. Hein. Donc au final, il faut aller chercher. Le plus grand exemple sur le sujet, on le connaît tous, c'est Nespresso, le spin-off qui a été créé. Ils ont cherché déjà un entrepreneur pour prendre la tête. Et j'ai rencontré plusieurs fois de son propre avis. Il disait que de toute façon, Nespresso ne serait jamais né au sein de Nestlé. Il aurait été complètement tué et on ne verrait pas le système de distribution actuel. On va devoir s'arrêter. Vous avez peut-être des questions, des interventions. Vous pouvez les continuer après sur le Hopscom Media /events. Vous avez une possibilité de continuer à intervenir et de revoir aussi d'autres ateliers. Bonjour. Avant le write-off, il y a l'aspect pivot. Qu'est-ce que vous pensez comme ça de l'aspect ou l'approche Lean Startup? C'est l'approche pivot. Enfin, elle précède effectivement le write-off. Je sais pas, moi je peux le citer. Quand j'ai commencé ma société, j'étais sur l'événement virtuel et je me suis aperçu que le marché était en train de s'engorger et que la plateforme que j'avais développée pouvait être réutilisée d'une autre manière. Donc c'était un pivot à la fois un peu de techno et à la fois marketing. Donc c'est une agilité que quelquefois n'ont pas les groupes, mais c'est obligatoire. Ça fait partie. En fait, j'allais dire presque ça procède de la logique d'innovation, c'est d'aller chercher quelque chose vers lequel on pourrait trouver un marché, puisque l'innovation n'existe pas si elle ne trouve pas son marché. C'est pas une question, c'est juste un commentaire. Je pense que l'erreur fait très, très peu partie de notre culture française et européenne. Et c'est justement l'exemple d'Adobe est intéressant dans la mesure où les Américains n'ont pas peur de lancer les produits, de les tester. Et si ça ne marche pas, on les arrête. Et c'est aussi ce qui leur permet d'avoir beaucoup plus d'innovation que nous. Et je pense que c'est des choses sur lesquelles il faut qu'on réfléchisse. C'est culturel. Je crois que c'est assez récent. La Banque de France a enlevé le fait qu'un entrepreneur s'était planté. Moi, j'ai planté une boîte il y a une douzaine d'années, enfin une filiale. Pendant très longtemps, on m'a dit « Ah, tu avais planté ça ». Je vous assurais qu'une fois que je me suis pris le mur, jamais plus j'ai eu envie de
enfin j'ai senti les symptômes beaucoup plus tôt. D'ailleurs, petite histoire, les deux facteurs de recrutement de Napoléon Bonaparte, c'était est-ce que vous avez déjà connu l'échec, est-ce que vous avez de la chance. Donc pour entreprendre et pour innover, il faut connaître l'échec et avoir de la chance. C'est culturel, et aussi la conséquence de tout ça, c'est qu'il y a beaucoup plus de cash. Ils investissent en cash. Ouais. Ils n'ont pas peur de mettre du cash et de perdre. Merci à tous et à très bientôt.